Qui a tué Victor Biakaboda? Ivoirien, Ivoirienne, et tu ne connais pas Biakaboda, l'un des pères de l'indépendance de notre pays? Alors reste avec nous. Nous sommes en 1950 et l'affaire Biakaboda, c'est l'un des plus grands mystères de la Côte d'Ivoire. Mais nos livres d'histoire n'en parlent presque jamais. Aujourd'hui, vous et moi allons ensemble essayer de résoudre cette énigme. Dans un premier temps, nous évoquerons l'enfance d'un révolutionnaire. En 1913, à Daïépa, dans la région de Gagnoa, naît le jeune Victor Biakaboda. Dès sa tendre enfance, il est arraché à l'affection de son père et de sa mère qui décèdent. Victor Biakaboda donc va être élevé dans son village maternel par un de ses oncles qui, refusant que l'administration coloniale scolarise ses propres enfants, je vais parler des cousins donc de Victor Biakaboda, préfère proposer le jeune orphelin. Il faut dire qu'à cette époque, l'école était considérée par nos parents comme un chemin de non-retour, une petite mort en quelque sorte. Mais sans le savoir, son oncle venait d'ouvrir la porte à une brillante destinée scolaire. De 1920 à 1927, il étudie à l'école primaire publique à Gagnoa, où il obtient son certificat d'études. Biakaboda est réputé rebelle, car la réalité, il ne sait pas se taire devant les injustices. Mais en raison de sa grande intelligence, il est admis à poursuivre ses études à l'école supérieure de Bégerville, où il obtiendra brillamment son brevet d'études primaires supérieures en 1930. Ensuite, le voilà admis à l'école de médecine de William Ponty à Dakar, où Victor Biakaboda va obtenir 6 ans plus tard, en 1936, le diplôme qui lui confère le titre de médecin africain. C'est un parcours presque similaire à l'un de ses compatriotes nommé Félix Houphouët-Boigny. Il est ensuite affecté en Guinée, à Nzéré-Koré, où le jeune médecin ivoirien va épouser 2 femmes guinéennes et se lier d'amitié avec un certain Sékou Touré, président de la section RDA de Guinée, leader charismatique que Biakaboda admire pour sa combativité et son nationalisme. Évoquons dès à présent la lutte politique de Victor Biakaboda. Aux côtés de Sékou Touré, Biakaboda est admis au comité directeur du RDA, section Guinée. Pour rappel, le RDA, Rassemblement démocratique africain, est un mouvement panafricain créé à Bamako en 1946 pour lutter contre le colonialisme. Biakaboda, dont les talents d'orateur sont connus, galvanise les foules en Guinée pour la lutte commune à tous les Africains, celle de l'indépendance. Très vite, il devient gênant pour l'administration coloniale française en Guinée. Les colons français de Guinée décident de refiler la patate chaude, je veux parler de Biakaboda, à leur homologue de Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Ainsi, Biakaboda servira à Soubré, à Bouaké, puis à Abidjan. Il milite toujours au sein du RDA, mais estime que la section RDA de Côte d'Ivoire représentée par le PDCI manque de vivacité. Malgré les appels de ses frères de l'Ouest à quitter le PDCI pour créer un parti d'opposition à celui-ci, Biakaboda demeure auprès d'Houphouët pour constituer ce qu'on peut qualifier de l'aile dure du parti. Très engagé, il est élu en 1948 conseiller de la République pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sénateur de l'Union française. Aussitôt sur son siège au Palais du Luxembourg, je veux dire le Sénat français, il entre immédiatement dans la lutte et propose 6 lois en faveur de ses frères africains subissant le joug colonial, mais pour seulement 15 mois. 3. Une période de répression coloniale. Biakaboda surgit sur la scène ivoirienne à un moment où la répression coloniale bat son plein. Il s'agit pour le gouverneur français Péchou de casser le PDCI RDA. Je vous invite donc à voir mon numéro spécial sur le boycott de 1949. En 1949 donc, on le retrouve dans le centre-ouest à Zuenoula en pays Gouro, à Daloa en pays Bété. Partout où il passe, il déclenche par son charisme et son art oratoire des soulèvements populaires auprès de nos parents. Fin 1949, il appelle tous les fils de la Côte d'Ivoire à la désobéissance civile. Le 18 novembre 1949, sur la place publique de Daloa, pendant 2 heures, Biakaboda prononcera un discours incendiaire vis-à-vis des colons français. Ce discours scellera définitivement son sort. En voici un aperçu. L'administration coloniale, le gouverneur, les administrateurs, l'administrateur de Daloa sont des chiens malades et galeux. Ils sont comme la panthère blessée à mort qui, se sentant perdue, utilise ses dernières forces pour tenter d'échapper à un sort inéluctable. Ils veulent supprimer notre liberté. Ils ont peur du RDA parce qu'ils savent qu'à brève échéance, celui-ci les chassera et les martyrisera. Alors, ils s'agenouilleront devant nous en pleurant pour nous demander pardon. Et c'est nous, le RDA, représentant le peuple, qui les commanderont. Quelle que soit la violence de ce discours, elle ne rivalisait en rien avec les souffrances que la colonisation infligeait aux populations ivoiriennes depuis 1893. Je vous en propose ici un aperçu. À cette époque, en effet,
la Côte d'Ivoire entière étant en ébullition. Péchou, le gouverneur français, durcit le ton et réprime sauvagement à Boisflé. Il va emprisonner plusieurs leaders du PDCI-RDA. Des fonctionnaires et les chefs de canton suspects seront mis en demeure de quitter le RDA. Faute de quoi, ils sont révoqués. Notons d'ailleurs qu'au total, 300 chefs traditionnels ont perdu leur poste. De très nombreux intellectuels, hésitant au départ, désertent les rangs du mouvement. L'administration augmente arbitrairement les impôts des paysans qui soutiennent le RDA. À titre d'exemple, le 14 mars 1950, les anciens du village de Danané rassemblèrent 150 000 francs pour venir en aide aux familles des prisonniers du RDA. L'administrateur ordonna au trésorier El Hadj Sori Soumaoro de rendre l'argent, puis augmenta les impôts des anciens. Désormais, les pèlerins à destination de la Mecque doivent signer une lettre de démission du RDA avant leur départ. Au total, selon Guillaume Neuf, on peut évaluer à plusieurs milliers le nombre des Ivoiriens jetés en prison, parmi lesquels un certain nombre de femmes et d'enfants de 11 à 16 ans. Le nombre de décès dans les prisons ivoiriennes est à l'évidence anormalement élevé et les tortures semblent monnaie courante. 4. Houphouët acculé dans son fief. Une nuit de janvier 1950, un contact est organisé entre les dirigeants du PDCI détenus à la prison de Grand Bassam et une délégation du parti qui parvient à s'introduire clandestinement dans la place. Biaka Boda participe à cette dangereuse expédition. Quelques heures plus tard, il quitte Abidjan, mais pour la dernière fois. En janvier 1950, suite aux incidents de Boisflé, le député Houphouët-Boigny se rend dans la ville pour enquêter. Dans sa résidence de Boisflé, il convoque Zoro Bitra, le secrétaire général de la sous-section RDA. Aussitôt, le procureur de la République et un juge d'instruction débarquent, perquisitionnent la maison d'Houphouët et trouvent le secrétaire général sous le lit d'Houphouët. Ne bénéficiant pas d'immunité parlementaire comme Houphouët, Zoro Bitra est arrêté. Un mandat d'arrêt est dès lors lancé contre Félix Houphouët-Boigny pour recel de malfaiteur. Dès cet instant, Houphouët se rend compte du danger qui se rapproche et pendant de longues semaines va demeurer enfermé dans sa demeure de Yamoussoukro, son village natal. Sa maison était entourée d'une foule considérable de militants venus des environs et aussi d'Abidjan où le bouche à oreille avait fait son effet. Félix Houphouët-Boigny, par ses nombreuses relations, va joindre le procureur général de l'AOF qui visiblement n'était pas au courant de ce mandat et l'annula. C'était un bluff de la part des colons français en Côte d'Ivoire. Une femme nommée Marie a vu l'enlèvement. Biaka Boda a été horriblement torturé avec des baïonnettes